Alors, c'est un sujet, pour ceux qui me connaissent, c'est un petit peu différent. J'ai fait quelques fois des conférences, des petites vidéos documentaires sur les anciennes civilisations, les peuples mégalithiques, sur l'Égypte. Souvent, c'est assez. Il y a beaucoup de géométrie, de mathématiques, c'est de l'astronomie. Et il y a longtemps que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, mais malgré tout, vous allez voir qu'il va faire le pont entre ce que je fais généralement et cette petite conférence. Alors, le système solaire, quand j'avais 14-15 ans, au collège, il y avait la mode des dossiers, il fallait faire des dossiers en sciences physiques, on devait faire un dossier sur des thèmes qu'on choisissait, et j'avais pris le système solaire. Et donc j'étais allé à la bibliothèque, j'avais emprunté quelques bouquins, et j'avais fait un dossier à la main, j'avais fait les dessins des planètes, coloriés, etc. Puis il n'y avait pas trop d'ordinateurs à l'époque, donc on fait tout à la main. Et donc chaque planète, le système solaire, la distance entre la Terre et chaque planète, tout un tas de paramètres comme ça, ce que j'avais trouvé dans les livres. Et donc j'avais une très bonne note. Le prof de physique avait trouvé que finalement j'étais un élève pas si catastrophique que ça. Et j'avais trouvé ça intéressant, mais en fait j'ai pris ce qu'il y avait dans les livres, et dans les livres, eh bien, il y a une dimension qui n'est pas du tout présente. Il n'y a pas la mise en relation des choses les unes par rapport aux autres. On vous présente les planètes, voilà, elles font telle taille, elles sont à telle distance du Soleil, etc. Et vous ne pouvez pas faire le lien entre tout ça. Vous avez une vision vraiment très analytique. C'est comme si vous aviez un mot et qu'on vous dit, ben voilà, ça c'est la première lettre, ça c'est la deuxième, elle est faite comme ci, ça c'est la troisième, c'est fait comme ça. Mais on ne vous parle pas du sens du mot. On ne vous dit pas ce que c'est ce mot. Et donc moi, ce que j'avais fait, ben, j'avais pris dans les livres, je m'étais inspiré des bouquins et j'avais fait quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on nous présente globalement l'astronomie et le système solaire un peu partout. Et c'était pas comme ça avant. C'est-à-dire que dans les temps, je dirais reculés, dans les sciences d'avant, euh, on ne présentait pas le monde et l'univers de cette manière-là. Ce qu'on appelle les pythagoriciens avaient développé une façon de penser qui s'appelle le quadrivium. Et eux, ils essayaient d'expliquer le monde avec des nombres, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique. Et ils essayaient de relier tout ça pour montrer qu'il y avait une cohérence, une sorte de tout. Enfin oui, une cohérence en fait, une harmonie. Et donc c'était la façon d'appréhender le monde avant. Et puis après est arrivée une ère un peu plus scientifique, plus moderne, cartésien, etc. Et du coup, on a perdu un peu ce sens-là, et c'est ce que je voudrais essayer de vous faire vivre ce soir, justement. De retrouver une autre façon de percevoir notre système solaire et au-delà du système solaire. Alors, je fais un petit sommaire, comme ça vous ne serez pas perdu. Avant de parler du système solaire, on va quand même évoquer le grand mystère de l'univers et le Big Bang. On va en parler un petit peu. Il y a des choses qui bougent un peu. Avant d'arriver au système solaire, on va forcément parler un petit peu des constellations, quelques exemples de mythologie qui en découlent, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. J'espère que vous ne les connaissez pas. Et puis on va rentrer dans le système solaire et essayer de comprendre un petit peu cette mécanique que je ne voyais pas dans les livres et que maintenant je perçois un petit peu mieux et que je veux vous faire découvrir. Et enfin, ben, on fera pour finir une petite partie, on essaiera de faire un lien entre, je dirais, les lois de la mécanique céleste, entre guillemets, et d'autres choses, le vivant, nous par exemple. Donc on terminera par ça et je vous mettrai un peu en action, je vous donnerai une petite chose à faire, je serai passé dans les rangs, vous aurez de quoi participer activement à la dernière partie. Donc voilà pour le sommaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Le Cercle des poètes disparus. Je voulais vous passer ce petit extrait, c'est Monsieur Keating. Je crois que c'est toi, Bruno, qui nous a fait découvrir ce film. Je me demande si, quand on était en colo, c'est pas le genre de film que tu avais mis dans le bus. Voilà, et il me semble que c'était. J'ai découvert le film voilà, en allant en colo au ski quand j'étais ado, et Bruno, qui était notre moniteur, mettait des super films dans le bus, à l'aller et au retour. Et il y a une scène voilà, qui est particulière où le prof, Monsieur Keating, propose un autre regard. Alors je vous la mets en introduction. Le son ne peut peut-être pas être très fort, je vais voir ce que ça va donner. C'est pas terrible. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non. Merci d'avoir joué, monsieur Patton.
Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez, libérez-vous, et regardez bien. Ne sautez pas de là-haut, les yeux fermés. Bien, voilà. C'est ça, monsieur Prisky. Merci, c'est ça, oui. Osez, allez à la conquête de terre vierge. Voilà, on va essayer d'aller à la conquête de terre vierge, nous aussi. Je rebaisse un peu le son du micro. Alors, donc, voilà, je trouve que c'était un exemple sympa de porter un autre regard. Alors, l'astronomie, ben, ça c'est quelque chose, en fait, depuis la nuit des temps, les êtres humains, ils sont toujours intéressés au ciel, ce qui se passait en l'air. C'est vraiment quasiment une constante, quoi. Et essayer de comprendre ce qu'on fait au milieu de ces étoiles, d'essayer de comprendre les étoiles, leurs déplacements. euh, c'est vraiment quelque chose qui a animé les humains depuis la nuit des temps. Et une des choses maintenant qui est... Enfin, maintenant, c'est différent à la façon dont on s'intéresse plus beaucoup à ça aujourd'hui. On a peu de gens qui sortent pour aller regarder la Lune se lever, voir les étoiles. C'est pas une activité qu'on pratique, alors que ça a été pendant peut-être des dizaines de milliers d'années une activité quasiment quotidienne des gens qui vivaient de manière semi-nomade, qui avaient l'occasion de regarder le ciel parce qu'ils n'avaient pas de télé, pas de téléphone portable et tout ce qui va avec et aussi qu'ils ne vivaient pas dans des maisons qui pouvaient vivre parfois de manière semi-nomade. Et donc c'était une préoccupation majeure. Et de là, ils en ont visiblement compris des choses. Alors, je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à comprendre le Big Bang, mais vous connaissez tous cette théorie. Donc l'hypothèse du Big Bang, c'est qu'en gros, l'univers, à un moment donné, toute la matière était concentrée en un point, ça aurait explosé, et puis toutes les galaxies, les étoiles, enfin, tout cela s'éloigne petit à petit. Et donc ça, c'est la théorie de la formation de l'univers. Mais après, il y a d'autres théories sur ce qui va se passer après. Donc il y en a trois. Alors, il y a une hypothèse qu'une fois que cette explosion a commencé, donc toutes les constellations, les étoiles, s'éloignent petit à petit les unes des autres. Alors les astrophysiciens, ils pensent qu'il y a trois hypothèses. Ils appellent ça le Big Rip pour la suite, le Big Freeze ou le Big Crunch. Alors le Big Rip, c'est l'hypothèse que tout s'étire comme un élastique, et puis un jour l'élastique il se casse et que toute la matière se part en... on ne sait pas trop quoi. Alors c'est l'hypothèse la moins envisagée. L'autre hypothèse, il y en a deux autres plus envisagées. Le Big Crunch, c'est l'hypothèse qu'au bout d'un moment tout s'arrête et tout revient au même endroit. Une sorte de phénomène, ça explose, ça revient. Et puis la dernière, le Big Freeze, c'est le grand froid. Ça veut dire que tout s'éloigne, toute l'énergie se dissipe, et petit à petit tout se refroidit, et tout s'arrête totalement. C'est-à-dire que toute l'énergie contenue dans les étoiles s'éteint, la chaleur, ce qu'on a dans la Terre, la géothermie, tout ça s'éteint, tout se refroidit, tout est dissipé dans l'univers, et donc tout s'arrête. Ce sont les trois hypothèses qui existent à propos de la suite du Big Bang. Toutefois, cette année, en 2023, il y a un télescope qui est dans qui orbite autour de la Terre, qui a fait une drôle de découverte, puisqu'il a découvert des galaxies géantes. Ils ont calculé, alors je ne vais pas vous dire comment ils ont fait, mais à partir du rayonnement cosmique, hein, des termes comme ça, ils arrivent à évaluer l'âge des galaxies. Et ils se sont aperçus que c'était des galaxies géantes très jeunes. Et dans la théorie cosmologique, c'est pas possible. Donc quand ils ont fait cette découverte-là, donc ça a été publié dans la revue Nature, vous voyez, j'ai 22 février 2023. Il n'est pas assez fort au micro.
parce que je l'ai un peu baissé, mais si vous m'entendez, c'est bon, hein. Et, euh, et donc, cette curiosité a fait que ça fait un peu de remous, parce que du coup, ils se sont dit, bon, ok, c'est une observation qu'on a fait, c'est des galaxies beaucoup trop grosses et beaucoup trop jeunes, et c'est pas possible, parce que normalement, il faut très longtemps pour que les galaxies se développent avec beaucoup d'étoiles, et là, elles sont très jeunes, ces galaxies. Et donc, ils se disent, bon, on va faire des vérifications, et s'il y en a une seule qui est vraiment aussi jeune que ce qu'on le pense, ça remet absolument à plat toute la théorie cosmologique, donc le Big Bang. Et donc ça, c'est quelque chose qui est sorti là récemment, donc on attend les vérifications. Et c'est pas la seule chose qui a remis vraiment en question cette hypothèse Big Bang, puisque en 2017, il y a eu des astrophysiciens, dont une dame qui s'appelle Hélène Courtois, qui est à Lyon. Et ce qu'ils ont fait, ces gens-là, donc avec son équipe, ils ont, avec les télescopes, ils ont visé tout ce qui était possible de voir avec les télescopes, et ils ont mesuré les mouvements de ces constellations, de ces étoiles qui s'éloignent, avec leurs vitesses respectives et les directions respectives. Et ce qu'ils ont modélisé ici, donc ils ont fait ça sur des distances importantes, je crois que c'est quelque chose comme 17 milliards d'années-lumière, donc le plus loin qu'il a été possible de voir. Et ce que vous avez là, en fait, c'est une représentation de l'univers, et les traits sont les directions de déplacement je dirais, des galaxies qui se trouvent dans ce secteur-là. Et donc, ben, vous voyez sur le schéma, il y a ici donc, une zone qu'ils appellent le dipôle repeller. En fait, ça veut dire que les choses s'éloignent de là, ça repousse la matière. C'est une zone où il y a très peu de matière. Et à l'opposé, ici, il y a une sorte d'attracteur, quelque chose qui attire toute la matière. Et du coup, c'est très différent du Big Bang, parce que vous avez deux pôles, un qui repousse et un qui attire. Et nous, le système solaire, on est quelque part par là, en plein milieu. Et bon, ça, on en a très peu parlé, mais en fait, c'est sorti en 2017, et ça remet aussi beaucoup en question la façon dont l'univers s'est formé, et sur sa destinée future. Alors, on n'en sait pas plus, hein, on pourrait croire que tout va venir au même endroit. En fait, on n'en sait rien, ça se trouve, ça va se rapprocher, ça va repartir, on ne sait pas du tout, ça peut faire un effet de... Voilà. Mais en tout cas, en ce moment, voilà ce qu'ils ont cartographié. Donc ça, c'est une sorte de cartographie des mouvements de tout ce qu'il y a dans l'univers. Et ce qu'on voit, c'est que tout s'éloigne d'un point pour converger à un autre point. Et alors, je vous montre, c'est pareil, c'est issu de publication, hein, donc ils ont fait d'autres schémas pour expliquer les éléments. Alors, je voulais vous montrer celui-ci parce que je le trouve... non. Celui-ci, j'aime bien, parce qu'en fait, ça, c'est donc une carte à partir du rayonnement cosmique. Donc, c'est comme ça qu'ils évaluent la concentration des galaxies dans l'univers. Mais ça, c'est pas traité, c'est une image brute, pas traitée. Donc du coup, on n'arrive pas trop à percevoir la concentration des galaxies dans l'univers. Et celle-ci, c'est une image où il y a un traitement de l'image pour qu'on arrive à mieux visualiser où se trouvent les zones avec des fortes concentrations de galaxies et où il y en a très peu. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que ça fait quand même un joli yin-yang qu'on retrouve dans les symboles chinois. Et c'est vraiment très caractéristique avec les deux petits points ici, là, un point là, et une zone là aussi. Donc je voulais vous montrer ça, c'est vraiment et c'est une étude qui est sortie en 2017, qui est très factuelle et que je trouve vraiment intéressante, que je voulais vous montrer avant qu'on voit d'autres éléments. Donc voilà, le Big Bang, ça change. Alors ben, l'astronomie pour le citadin. Bon, globalement, aujourd'hui, quand on a des informations astronomiques, par exemple ça, je pense que peu de gens en ont entendu parler. Pourtant, c'est quand même intéressant comme information, ce que je viens de vous montrer. Mais globalement, ce qui nous arrive à nous, c'est à chaque fois, on découvre un nouveau système solaire dans lequel peut-être il y aurait de la vie. C'est vraiment un grand fantasme, et peut-être qu'il y aurait de la vie, et ça me paraît tout à fait possible. Mais c'est souvent autour de ça que ça va tourner. Et si c'est pas ça, ça va être sinon, ouais, une comète va frôler la Terre dans 50 ans ou dans 20 ans, on n'en sait rien, on va peut-être tous y passer. C'est possible, mais globalement, moi, quand je fais un peu
quand je fais une sorte de veille sur ce qui se raconte comme nouvelle sur l'astronomie, c'est ce qui revient le plus, quoi. Et des fois, je trouve ça un petit peu léger. Il y aurait des choses intéressantes à dire, et donc je vais vous donner un exemple. Euh, c'est pas connu, mais il y a un système solaire qui a été identifié, je crois qu'il est la distance exacte, je ne m'en rappelle plus, 40 années-lumière. Et il y a un soleil, alors il n'est pas à l'échelle, hein, et il a 7 planètes qui sont des planètes rocheuses, un peu comme la Terre, ce pas des planètes gazeuses. Et il se trouve que ces 7 planètes qui tournent autour de ce soleil, elles comportent 7 planètes qui sont en résonance. Alors j'ai mis comme les notes de musique, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand la première planète, celle-ci, fait un tour, enfin fait 8 révolutions autour du Soleil, la suivante en fait 5. Celle d'après en fait 3, celle d'après en fait 2, celle-ci en fait 4 tiers, et celle-ci en fait 1. Et celle-ci, je ne sais pas. Mais en fait, c'est quand même pas banal, parce que ce sont des nombres entiers, et vous avez juste une fraction qui est fraction 4 tiers. Donc c'est quand même, je trouve, un truc très particulier, qu'on découvre un système solaire, qui est relativement pas très loin, avec des planètes qui ont comme ça, qui vont tourner autour de leur Soleil, avec des vitesses qui les mettent en relation avec des nombres entiers. C'est un petit peu un travail d'horlogerie. Et ça, je trouve ça vraiment curieux. Et présenté comme ça, c'est un petit peu différent. Si je vous disais, ces planètes, elles tournent en temps d'heure, sans forcément vous donner ces rapports, en fait. Peut-être que vous ne pourriez pas vous rendre compte, si je vous donnais les nombres, tels qu'ils nous les donnent avec les chiffres à virgule, on ne se rendrait pas compte que c'est des rapports en nombre entier. Voilà, vous avez entendu parler de ça? Ah non, c'est étonnant, hein? Bon, on dirait que ça a été mis là comme ça, et le gars, il a fait un réglage. On dirait. Euh, Donc avant d'approcher notre système solaire à nous, on va faire un petit tour dans le ciel, parce que quand même, il faut quand même qu'on regarde les étoiles. Bah, le premier regard, voilà, moi aussi, mes premiers souvenirs où j'ai regardé le ciel, évidemment, j'avais repéré cette zone-là, qu'on appelle la Voie lactée. Et donc, c'est un amas de quantité d'étoiles. Et en fait, c'est une vision de notre galaxie vue sur la tranche. Alors, je pense que tout le monde connaissait ça. Et donc, ça, on le voit dans le ciel quand on a des super conditions. On voit bien qu'il y a une zone un peu blanchâtre avec plein d'étoiles, d'où le nom Voie lactée. Donc ça, c'est la première chose qu'on observe dans le ciel. La deuxième chose intéressante, c'est que si on se met à observer le ciel pendant un petit moment, au départ, on voit les étoiles, on a l'impression que tout est fixe, mais si on reste un certain temps et qu'on se met à prendre des photos, on va voir ça. C'est-à-dire qu'on va voir que tout tourne autour d'un point. Donc ça, les anciens l'avaient parfaitement compris. Ce point là-haut, c'est le pôle Nord. Ça indique le pôle Nord. Puisque nous, la Terre, elle tourne sur un axe, et donc il y a des étoiles qui ne bougent presque pas autour de l'axe, qui vont juste tourner près de l'axe. Et nous, actuellement, on a une étoile, c'est l'étoile polaire, qui est quasiment au centre, et qui, du coup, permet de nous indiquer le nord quand on est en pleine nuit. Donc ça, c'est pareil, c'est une observation assez simple qu'on peut faire, mais bon, les premières fois que j'ai vu le ciel, je n'ai pas du tout réalisé. Et souvent, c'était en rentrant assez tard de je ne sais plus trop quelle chose. Quand j'étais enfant, on voyait le ciel et je dis, oh, c'est joli toutes ces étoiles et la Voie lactée. Mais j'ai mis un moment à savoir ça, en fait. Je ne l'ai pas appris à l'école. Enfin, en astronomie, j'ai même appris peu de choses dans l'école. J'ai jamais eu de cours d'astronomie à l'école. On nous parle du Big Bang un petit peu des planètes en sciences et vie, voilà, mais pas vraiment d'astronomie, de se repérer dans le ciel, ça n'y est pas. Alors que ça a préoccupé les humains pendant des millénaires. Alors, une autre chose intéressante, c'est que la Voie lactée, donc là c'est une photo en fait où on a un peu fait un panorama, et si on faisait un panorama, parce que nous avec nos yeux on voit dans une zone, mais si on agrandissait, on pourrait distinguer quasiment que la Voie lactée elle forme une sorte de courbe comme ça. Et il y a des archéo-astronomes qui ont étudié en fait une chose intéressante, c'est comment les constellations se répartissent autour de la Voie lactée.
Alors, ça, c'est une carte qu'on fait dans un logiciel d'astronomie. C'est donc Stellarium. Et donc, ça vient, pour ceux qui veulent, ça s'appelle Archéodoxa. C'est une petite chaîne YouTube. Et ils font des vidéos très sympas euh, les mythes, euh, sur les mythes archéo-astronomiques. Et c'est très intéressant, très bien fait. Et donc là, je vous en donne un petit exemple pour vous donner envie d'aller voir. Ce qu'ils ont compris, donc c'est des archéoastronomes amateurs et professionnels qui font ça, donc des passionnés. Et en fait, donc notre Voie lactée, pardon, elle se trouve ici, elle fait cette forme-là. Et eux, ce qu'ils ont constaté, c'est que dans les mythes, on a mis beaucoup de constellations qui sont en lien avec l'eau ou avec le ciel dans la partie ici en bleu. Donc vous avez des constellations, vous avez ici le dauphin, vous allez avoir les poissons, vous allez avoir le poisson austral, je ne sais plus où il y en a plusieurs, là, encore ici. Vous avez Andromède, qui est un personnage qui est enchaîné dans la mer. Vous allez avoir le Verseau qui est là. Vous allez avoir le Capricorne, qui est un animal marin, en réalité. Le Capricorne, il a un arrière-train avec des nageoires. Et puis vous avez des oiseaux, pas mal. Le phénix ici. Ça, c'est une baleine, le monstre Cétus. Et puis, vous avez bien sûr quelques exceptions. Et puis un bateau aussi ici. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, à la frontière de la Voie lactée, ici, ils ont constaté qu'on trouvait surtout des constellations guerrières, comme Persée, qui a terrassé la Méduse. Vous trouvez Orion aussi. On va trouver, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, je l'avais noté. Le Serpentaire. Ici, le Serpentaire, on trouve le Centaure, et on trouve un autre, Hercule, je ne sais plus où il est, Hercule, peut-être là. Bref, sur la frontière, surtout des constellations guerrières. Et à l'intérieur de cette frontière, eh ben, on va retrouver plutôt le monde terrestre, avec des quadrupèdes, des mammifères, avec une exception ici, le Cancer. Voilà, on a une licorne, on a un chien ou un loup, je ne sais plus, les Gémeaux, le grand ours, voilà, le dragon, je ne sais pas ce que c'est celui-ci. Mais voilà, donc ça c'est une caractéristique particulière. On n'y pense pas, mais en fait, c'est curieux. Les constellations semblent avoir été un petit peu choisies en fonction de la Voie lactée. Alors, les archéoastronomes expliquent ça en fonction des mythes. Alors, je vous donne quelques exemples. Il y a des mythes sur la création de l'univers différents du Big Bang, c'est-à-dire que les anciens, ils ne voyaient pas l'univers comme le Big Bang. Ils voyaient plutôt, un des mythes les plus récurrents, était qu'à un moment donné, la vie est sortie de l'eau, avec une sorte de tertre, une sorte de tumulus qui sort de l'eau. Et donc, ça c'est censé représenter, en fait, le monde terrestre, entouré d'une frontière, et avec le monde marin autour. C'est comme ça que les archéoastronomes présentent les choses souvent. Voilà, donc je ne sais pas si c'est exact, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer ça. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques temps, et voilà, intéressant comme observation. Alors voilà, évidemment, ça a donné lieu à pas mal de mythologies, l'observation du ciel. Alors je vais vous donner quelques exemples. Je pense que vous connaissez tous déjà Zeus, un dieu majeur chez les Grecs, qui est devenu Jupiter chez les Romains. Saturne, qui était Chronos chez les Grecs, et Uranus, qui était Ouranos chez les Grecs. Alors ces dieux-là étaient des dieux majeurs, Zeus étant même le principal dieu du panthéon grec, Jupiter le principal dieu du panthéon romain, et il se trouve quand même Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Alors je ne sais pas s'ils en avaient conscience, mais c'est tout de même curieux. Et chez les Grecs, il y a un mythe curieux, qui est que le dieu Chronos, donc Saturne, aurait avalé ses 5 enfants et les aurait régurgités. Et il se trouve que que Saturne, possède des lunes, dont 5 qui sont très visibles, qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une étoile sur ma carte de mon logiciel. Et ces lunes très visibles, souvent, si on les observait, alors j'ai pas pu vous trouver une vidéo de ça, on a l'impression qu'à un moment donné, les 5 lunes passent derrière, puis les 5 lunes ressortent en même temps. Et Chronos est un dieu qu'on a considéré être aussi équipé d'une faux. Et cette faux,
dans la mythologie, ça pourrait tout à fait être en fait les anneaux de Saturne, en fait, qui, vus avec une lunette astronomique pas trop puissante, donnent l'impression qu'on a en fait une sorte de... Moi, j'ai déjà regardé avec un télescope Saturne, et on voit pas ça aussi bien que ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un objet curieux, et qui, voilà, aurait pu faire penser à une UFO. Donc ça, c'est un exemple de mythe curieux qu'a donné l'observation du ciel. Alors, ce qui est dingue, c'est que pour observer les lunes de Jupiter, honnêtement, sans lunettes astronomiques, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas si les Grecs en avaient, mais en tout cas, dans leur mythologie, il y a des éléments comme ça en lien avec l'astronomie, et on ne sait pas d'où ils les ont sortis. On sait que les Grecs se sont beaucoup inspirés des Égyptiens, et peut-être que ça vient d'avant. Alors, je vais avancer sur une constellation majeure que vous connaissez, on va y rester un tout petit peu. Est-ce que vous repérez une constellation dans cette carte? Ouais, la constellation d'Orion. Effectivement, qui est une des plus visibles du ciel. On la voit très très bien en hiver. Elle est principalement constituée de 7 étoiles. Donc ici 4, tac tac, et puis 3 étoiles au centre. Ce sont les principales étoiles du baudrier d'Orion. Donc je fais un cadre autour qui marque en fait ce qu'on appelle le cadre voilà, de la constellation d'Orion. Alors des fois, il y a d'autres étoiles qui sont rajoutées, hein, donc, par exemple ici, voilà. Mais voilà, les étoiles principales sont au nombre de 7. C'est les plus visibles de cette constellation. Et donc vous avez nos 3 étoiles ici qui sont en ligne au centre, qu'on appelle le baudrier d'Orion. Alors ça fait un point de repère très intéressant dans le ciel. Parce que si je trace une ligne qui passe à peu près dans la direction du baudrier, ça nous amène à 2 endroits qui sont Sirius ici, l'étoile la plus brillante du ciel, c'est la plus brillante. Et puis à l'opposé, une étoile qui s'appelle Aldébaran, qui est une étoile très brillante et qui a une couleur plutôt rougeâtre, contrairement à Sirius qui a une couleur très très claire. Donc, hormis les planètes, Sirius est l'étoile la plus brillante. Et puis un autre point de repère, c'est quand on prolonge la ligne entre ces 2 étoiles, on arrive vers une autre grosse étoile, qui s'appelle Procyon. Voilà, c'est juste pour vous faire du repérage. Mais ces méthodes de repérage, moi, quand je regarde le ciel, je m'en sers en fait. Je repère la constellation et tout de suite, ok, donc je repère les étoiles. Il y a d'autres constellations qui vous permettent de faire des repérages et de repérer le pôle Nord facilement, où que vous soyez sur Terre. Donc voilà pour notre petite constellation. Donc on va un peu creuser cette constellation, donc qui est constituée de 4 étoiles cadres et 3 étoiles centrales. Alors, il y a une curiosité. Quand on la regarde avec un logiciel d'astronomie, eh bien, il y a des chercheurs, amateurs comme moi. Donc c'est Georges Vermars, ce que je vais vous présenter, qui est un passionné d'Égypte. Donc c'est un monsieur qui a maintenant un certain âge, il a, je crois, plus de 85 ans, peut-être 88 ans, je n'aurais peut-être de bêtises. Et donc il s'est passionné pour la culture égyptienne, et il a fait des romans, il a écrit des ouvrages, il a fait des tas de conférences. Et lui, il a fait un lien entre des éléments de l'architecture égyptienne et cette constellation. Et une chose qu'il a montré, entre autres, c'est que, c'est une curiosité, c'est qu'ici, entre ces étoiles-là, on a pratiquement un angle droit. Alors j'ai vérifié avec un logiciel d'astronomie, on a 89,8 degrés. Donc à l'œil nu, c'est parfait à l'œil nu, hein. Vous ne pouvez pas vérifier. Ici, j'ai pas un angle droit, j'ai 88 degrés. Bon, ça a l'air droit. Ben, c'est encore plus droit. Voilà. Donc ça, c'est une drôle de curiosité et qui a pu paraître remarquable pour des gens qui observent le ciel. Si je trace donc une autre ligne ici pour rejoindre les étoiles, ce que Georges a découvert, c'est que il y a une curiosité. Ça, je vous ai tracé ici le profil de la grande pyramide de Khéops. Et Georges, il s'est aperçu que cet angle-là, qui est l'angle qui va déterminer la pente, on le retrouve ici. Tac, comme ça. Et donc, il a creusé un petit peu la question. Et il a découpé cet angle-là. Alors, il ne l'a pas coupé en 2 angles égaux, mais simplement, il s'est aperçu d'une chose. Il s'est aperçu que la somme, que cet angle-là, ce grand angle-là, en fait, il contenait les 2 angles de la pyramide. Alors, je vous montre comment. Les 2 angles de la pyramide, c'est
celui-ci, enfin, ou là, c'est pareil, et puis l'autre à la pointe. La somme des deux angles, en fait, se retrouve là. Donc, je vous montre comment. Donc, on tourne, cette fois-ci, c'est la pointe de la pyramide. Et puis, je remets une pyramide d'une couleur différente, c'est la même proportion. Et hop, je la penche, et donc j'ai cette fois-ci mon angle de la pente. Et donc, il a fait ce constat étonnant, et il s'est dit, je pense que la constellation Sirius, enfin la constellation d'Orion, est une constellation majeure pour les Égyptiens. Et il y a d'autres, vous avez peut-être entendu parler d'autres hypothèses justement sur le lien entre cette constellation et l'Égypte. Par exemple, Robert Bauval avait développé l'idée que les trois étoiles ici représentaient une vue aérienne du plateau de Gizeh avec trois pyramides qui ne sont pas tout à fait en ligne. Il y a un décalage, elles ne se mettent pas sur une ligne. Avec également des rapports liés à leur luminosité qui seraient en rapport avec leur dimension. Donc ça, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui ont pu inspirer nos anciens, nos ancêtres, à s'inspirer du ciel, ou en tout cas à comprendre le ciel et à en tirer quelque chose. On va essayer de voir un petit peu plus. Alors, on va parler toujours un petit peu d'Orion. Je vais vous donner quelques petits exemples de mythes à propos d'Orion. Alors, peut-être connaissez-vous, ça s'appelle la légende de la tisserande et du bouvier. C'est un conte chinois. Personne ne connaît? Bon, en gros, cette légende, elle raconte que il y a une déesse du ciel dont la 7e fille est tombée amoureuse d'un bouvier. Voilà, elle est venue sur Terre, elle a rencontré un bouvier, elle est tombée amoureuse du bouvier, et comme c'était un amour qui était interdit par la reine du ciel, elle l'a condamnée à remonter dans le ciel et à devenir tisserande, à faire des vêtements. Et le bouvier, le seul moyen qu'il avait de rejoindre son amoureuse, c'était de passer par un taureau céleste dans les contes. Et le taureau céleste, en fait, vous l'avez ici, puisqu'ici c'est la constellation du taureau, avec ici l'étoile Aldébaran, très brillante. Et la constellation d'Orion est parfois appelée aussi le bouvier. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, et c'est un mythe chinois, c'est une légende chinoise, une histoire chinoise, un conte chinois. Et du coup, cette constellation, cette histoire-là, elle est vraiment l'équivalent de notre Saint-Valentin dans le monde occidental. Et eux, ils fêtent l'équivalent de leur Saint-Valentin le 7e jour de la 7e lune. Et le 7e jour de la 7e lune, ça fait 182 ou 183 jours, ça divise l'année en deux. Donc en gros, les équinoxes, si on part d'un équinoxe et qu'on compte 6 lunes plus 7 jours, on arrive à l'équinoxe suivant. Voilà pour le conte, pour cette histoire des bouviers. Alors il y en a d'autres. Blanche-Neige et les 7 nains. Alors ça, c'est Georges Bernard qui a proposé ça, dans un roman qui s'appelle Pyramide cosmique. À un moment donné, il parle d'un personnage qui explique à un enfant, en fait, un conte, et il raconte une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est exactement Blanche-Neige, c'est-à-dire que l'idée est de dire que la fameuse constellation Sirius, que là, j'ai pas forcément visible, elle serait par là, Blanche-Neige, et Sirius est une constellation extrêmement blanche, enfin une étoile très blanche. À l'opposé, on a Aldébaran, une étoile rouge, en colère, hein, la reine qui est un peu jalouse de la Blanche-Neige, et puis vous avez vos 7 nains ici, qui sont là, quoi. Donc ça, c'est une proposition qu'il fait, et donc dans le roman, il développe un petit peu plus cette histoire, où il explique comment cette constellation représente en fait la maison des 7 nains. Voilà, c'est une réflexion. Il y a beaucoup de contes, en fait, si on se met à les regarder un petit peu à travers le prisme du ciel, et ben, des fois, on observe, on a des corrélations curieuses. Enfin, le dernier, qui est vraiment très intéressant, que vous connaissez sûrement, les rois mages. Alors, les rois mages, combien ils sont, les rois mages? 3. Et on a dit, dans la constellation d'Orion, il y a 3 étoiles au centre. Alors, les rois mages, je vais essayer de vous l'expliquer ici. J'ai fait une petite vidéo avec le logiciel d'astronomie pour vous expliquer cette fameuse histoire des rois mages qui ont suivi une étoile pour aller voir l'enfant Jésus
Et il semblerait, alors c'est pas moi qui ai fait cette découverte, hein, il semblerait que ce soit une histoire vue dans le ciel. Donc là, j'ai programmé mon logiciel d'astronomie en moins 3300 en Égypte, au début en fait de l'ère pharaonique. Parce qu'il faut savoir que le christianisme, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées d'Égypte, énormément. Et je me suis mis le 24 décembre en moins 3300. Et donc, ce que vous avez, je vais lancer la vidéo et en même temps, je vais la commenter. Et puis, si j'ai besoin, je ferai une petite pause. Euh, donc, vous avez le soleil en fait qui est ici. Ça, c'est mon soleil en fait qui vient de se lever à l'horizon. Et on va faire avancer le soleil et puis on va voir ce qui se passe une fois que le soleil va se coucher. Donc, il va se lever dans le ciel, il va suivre ces courbes-là, ici, comme ça, et puis il va venir se coucher là. Et quand il va se coucher, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Tac, voilà, j'ai arrêté mon soleil, il vient juste de passer sous l'horizon, donc il est ici. Ici, vous avez la constellation d'Orion, qui est là. Et il se trouve que les 3 étoiles du baudrier, ici, sont dans la zone où le soleil vient de passer. Enfin, pas les étoiles, c'est plutôt Aldébaran et ses étoiles. Si je les prolongeais cette ligne entre Aldébaran et ses étoiles, je vais arriver quelque part par ici. Et c'est là que l'étoile Sirius va sortir, et aussi le soleil. Donc normalement la vidéo va repartir, et on va voir le soleil sortir, indiqué par la direction des 3 étoiles. Donc c'est les 3 étoiles qui indiquent, avec donc, le prolongement, l'axe des 3 étoiles. Les rois mages ont suivi une étoile. Et donc, ils suivent une étoile, Sirius, que voici. L'étoile se lève, je fais avancer un petit peu dans le ciel, et quand l'étoile va se coucher, avant que le soleil arrive, il y a un truc bizarre aussi. Là-haut dans le ciel, vous avez une constellation. Virgo, c'est la Vierge. Et en fait, cette constellation de la Vierge, elle va passer au point le plus haut, quand Sirius va disparaître, entre le moment où Sirius va disparaître et où le soleil va arriver, vous allez avoir la constellation de la Vierge qui va... Et donc cette constellation, en fait, elle va passer au zénith, c'est-à-dire au point le plus haut dans le ciel. Donc elle est là, donc là, elle est déjà passée, en fait. Donc je suis avancé trop vite. Je vais quand même vous le montrer, que vous voyez le phénomène. Voilà, donc là, ça bouge un petit peu, ouais, c'est ça. Donc là, vous avez l'étoile, vous avez la constellation qui se déplace, qui passe au-dessus du sud qui est ici, donc au point le plus haut dans le ciel. Et quand elle va être entièrement passée au-dessus du sud, normalement, vous allez avoir un lever de soleil qui va se faire à l'endroit qui avait été visé par nos étoiles. Alors on va voir ça, ça va se lancer tout seul normalement. Voilà, le soleil il va sortir, le voilà. Et donc voilà, il sort à l'endroit où est sortie l'étoile de Sirius. Mais c'est pas tout, parce que Jésus, quand il est né, après, il a fini sur la croix, 33 ans plus tard, et ici, vous avez la croix du Sud, à l'opposé du soleil. C'est-à-dire que vous avez, en fait, il y a 3300 ans, ce qui s'est pas passé dans le ciel, eh ben, ça s'est retrouvé un petit peu dans cette histoire des rois mages qui suivent une étoile. Euh, Par quel miracle, je ne sais pas, mais en tout cas, on a tout le portrait qui est tout le portrait en fait de la façon dont, euh, dont l'histoire du christianisme s'est lancée, en fait, qui se retrouve présent dans un phénomène astronomique. Et donc l'astronomie a impulsé énormément de choses curieuses comme ça. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire-là, cette histoire des rois mages. Donc ça, je ne sais plus qui a fait cette découverte-là, mais ça fait un petit moment que j'avais entendu parler de ça. Donc voilà, donc j'en ai fini avec l'histoire des constellations et des étoiles, et on va passer un petit peu au système solaire. Les systèmes solaires. Alors, la mécanique céleste et les lois du système solaire. Ça me fait penser, enfin, alors c'est pareil, il y a un roman qui est sympa, où il y a un exemple comme ça que j'aime bien. C'est un scientifique qui discute avec un autre scientifique, et
Le roman, je crois qu'il s'appelle La formule de Dieu, si vous cherchez. Et à un moment donné, en discutant, il y en a un qui dit, mais écoute, si tu trouves une fleur dans un pré, une marguerite par exemple, tu vas dire quoi? Ben oui, ben l'autre il lui dit, ben oui, c'est naturel, quoi, c'est une fleur qui a poussé naturellement. Et il lui dit, maintenant, si tu trouves une montre ou une horloge, il dit, ben ça, oui, je dirais que quelqu'un l'a perdu. Oui, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il dit, mais parce qu'une montre ou une horloge, c'est un truc fabriqué par l'homme, il y a de la technologie, etc. Et l'autre scientifique lui dit, oui, mais dans la nature, dans la flore, il y a beaucoup plus de technologie que dans une montre. Et donc voilà, ça lance un débat en fait entre ces deux savants qui s'interrogent sur la mécanique de l'univers et sur ses lois, quoi. Donc je vous en dis pas plus, si vous avez envie, vous irez lire le roman qui s'appelle La formule de Dieu. Bref, l'idée et une chose qui a, je pense, animé les humains depuis la nuit des temps, c'est la mécanique céleste. Quelqu'un aurait-il programmé les astres? Bon, moi j'en sais rien honnêtement, hein, mais au moins j'essaie de comprendre et je pense que les anciens, ils ont aussi essayé de comprendre ce qui se passait dans le ciel, la Lune, pourquoi elle revient, à tel moment, pourquoi les étoiles semblent bouger d'une certaine manière. Tout ça, c'est quelque chose que les gens ont voulu comprendre. Et ben, dans notre système solaire, ils ont rapidement identifié qu'il y avait des planètes. Donc nous, on en a 8 normalement. Pluton a été, paraît-il, enlevé des planètes. Moi, je considère que c'est toujours une planète. Mais on a les 4 premières planètes, ici, Mercure, Vénus, Terre et Mars, sont des planètes rocheuses. Alors que les 4 suivantes, c'est du gaz. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, c'est des planètes gazeuses. Donc, c'est assez drôle de voir qu'on a des planètes rocheuses près du Soleil, et plus on va loin, plus on a des planètes qui sont des planètes gazeuses, et qui sont énormes, qui sont beaucoup plus grosses, qui ont une masse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que nos planètes rocheuses. Donc déjà, c'est bien réparti. 4 rocheuses, 4 gazeuses. Et évidemment, une question qui peut venir, alors ça vous le savez peut-être, mais c'est du nom de ces sept astres visibles que les anciens, enfin qu'aujourd'hui on a les jours de la semaine par exemple. La Lune pour Monday, lundi. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, Jupiter. Vénus, vendredi. Saturday, Saturne et Sunday. Voilà, donc ça nous viendrait de l'Antiquité. Mais moi, quand j'étais enfant, je me dis, mais comment les gens ils font pour savoir que c'est une planète et pas une étoile? Parce que quand je regardais le ciel pour les premières fois, je voyais plein de petits points lumineux et j'étais pas capable de dire pourquoi c'est une étoile et pourquoi ça c'est une planète. Et bah, j'ai mis longtemps à savoir parce qu'on me l'a pas appris à l'école et mes parents ils ne savaient pas non plus. Donc voilà, il y a un jour, il a fallu que je cherche comment on fait pour savoir. Alors, ben, en fait, il y a plusieurs réponses, je vais vous montrer. Il y a les mouvements propres parce que les planètes, elles évoluent dans le ciel différemment des étoiles. Si on restait longtemps à regarder qu'on fait plein de photos, ce qui est dur à faire des photos d'ailleurs du ciel de nuit, eh ben, on va voir qu'elles n'ont pas le même mouvement dans le ciel. Et donc c'est comme ça que je pense qu'ils ont pu comprendre qu'ils avaient affaire à autre chose. Donc, par exemple, un élément clé, c'est que les planètes, elles tournent autour du Soleil quasiment toutes dans le même plan. Il n'y a pas une grande différence. Vous n'en avez pas une qui tourne à plat comme ça et puis une autre comme ça. Globalement, ça tourne dans le même plan. Donc ça, c'est un premier repère parce que du coup, ça donne dans le ciel une chose qui va être fréquente, c'est que nos planètes se retrouvent sur une ligne qu'on appelle l'écliptique. Donc ça, déjà, c'est une curiosité. Et puis, il y a autre chose, c'est que comme nos planètes, elles ont un parcours un peu comme ça. Quand on les regarde, si on regardait la planète Mars, par exemple, eh ben, on verrait qu'elle fait dans le ciel chaque jour, on la regarde, ah tiens, elle est là, et puis de jour en jour, on la voit, puis on a l'impression que les jours suivants, elle commence à revenir en arrière, et elle fait une sorte de boucle comme ça. C'est un phénomène qu'on appelle rétrograde, et ça, les étoiles, elles ne le font pas. Et alors ça s'explique avec ce petit schéma-là. Donc on a la Terre, on a Mars, et comme elle ne se déplace pas à la même vitesse, il y a un phénomène optique qui se produit comme ça, donc voilà, ça permet de comprendre cette espèce de phénomène rétrograde, en fait. Ben voilà, ça j'aurais bien aimé l'apprendre à l'école. Donc si vous ne le connaissiez pas, si vous ne saviez pas ça, ben, je suis ravi de vous l'apprendre
Et, et voilà, en tout cas, pour comment repérer, différencier des étoiles des planètes. Alors, nos 4 premières planètes, on va s'intéresser aux planètes une par une. Mercure. Donc Mercure que vous avez ici. Alors, c'est aux proportions, hein. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et c'est aux proportions de leur taille respective. Elles sont jolies, très jolies. Alors, la planète Mercure, je ne vais pas vous dire ce que j'ai mis dans mon dossier quand j'étais au collège, c'était pas très intéressant. Je vais vous dire autre chose. Elle fait le tour du Soleil en 87,969 jours, ce qui vous dit absolument rien, et moi non plus. Elle tourne sur elle-même en 58,6458 jours, jours terrestres, et ça vous dit rien non plus. Mais si on vous présente les choses un peu différemment, si on fait le rapport entre ces deux périodes, on divise le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil et le temps qu'elle met pour faire un tour autour d'elle-même, ça fait 1,50000, bref, ça fait 3 demi. Ça fait un rapport 3 sur 2. C'est un rapport en nombre entier. C'est un peu comme l'histoire du système solaire trappiste qu'on a vu tout à l'heure, où les planètes étaient en résonance. Voilà, ben ça, c'était pas dans les livres que j'ai potassés, il n'y avait pas cette chose-là. Et ça, c'est intéressant, en fait, parce que ça fait voir les choses différemment. C'est sûr que si je vous mets des nombres comme ça, vous pouvez pas repérer qu'il y a un truc particulier, à moins d'être, un surdoué des mathématiques qui fait du calcul mental, voilà, mais moi, j'aime bien le calcul mental, mais j'aurais jamais vu si j'avais pas pris une calculatrice, j'aurais pas réalisé ça. Et donc c'est une précision qui est remarquable. C'est pour ça que je vous le dis. On va continuer un petit peu. Alors, ce rapport 3 sur 2, il est vraiment très, très redondant dans l'architecture des anciens. Alors je vous donne des exemples, sans vous dire que ce soit forcément en lien, mais par exemple, cette citadelle sumérienne, vue du ciel, elle a une esplanade centrale dont les proportions sont 3 sur 2. Et c'est vraiment un des monuments majeurs des Sumériens, donc une des plus anciennes civilisations que nous ayons connues. La pyramide de Képhren chez les Égyptiens, c'est pareil, cette pyramide qui est à côté de la grande pyramide, qui est juste derrière le Sphinx, ses proportions, c'est 3 pour la base, 2 pour la hauteur. C'est son rapport base-hauteur. Et puis, il y a d'autres exemples qui sont moins connus. Euh, il y a des textes qui parlent du temple de Salomon, qui parlent d'un temple construit pour l'éternité, et ce temple, il a des proportions de façade qui font 20 coudées en bas et 30 pour la hauteur. Donc c'est des proportions 2 tiers aussi. Et donc on retrouve vraiment de manière très récurrente dans l'architecture majeure, sacrée, cette proportion 3 demi. Alors certains pourront dire ouais, mais c'est parce que c'est simple, quoi, on fait ça. Mais peut-être aussi que ça peut être parce que nos ancêtres, ils ont perçu quelque chose de, je dirais, quelque chose dans la nature même de ce qui nous entoure, et qu'ils ont choisi ce rapport-là. Parce que dans le texte, il est dit que Salomon, il fait un temple à l'image de l'univers. Donc un cube de 3 par 2, on n'a pas l'impression que c'est l'image de l'univers. Mais si on regarde comme je viens de le faire avec la planète Mercure, c'est un petit peu différent. Ça, c'est un autre exemple. Alors, c'est un caveau qui se trouve sous la pyramide de Saqqara, à 28 mètres sous terre. Donc, il y a la pyramide, puis 28 mètres sous terre, il y a un trou dans lequel a été déblayé un caveau, qui au passage a été retrouvé vide. Et ce caveau, ben, il a des proportions, vous voyez sur le schéma, je vous ai mis exprès des petits carrés, il a des proportions 2 tiers à peu près. Donc c'est un truc qui est caché dans le sol, dans les profondeurs. Alors la hauteur, je ne vous l'ai pas mis, mais là c'est une vue d'en haut, quoi. Donc c'est une curiosité, aussi chez les Égyptiens. Alors, ça, je vous montre une autre chose étonnante, cette fois-ci, c'est une relation entre la Terre et Mercure. Si je veux dessiner un cercle que je vais appeler la Terre, je fais un rond, et que je veux dessiner Mercure aux proportions, avec juste un compas et une règle. Eh bien, c'est simple. Donc j'ai ma Terre ici que j'ai dessinée. À l'intérieur, je fais un carré. Et puis, je vais tracer deux droites qui partent de mon diamètre de cercle et qui vont aller comme ça dans les coins du carré. Je trace mes droites, tac, tranquillement. Et enfin, je retrace un autre cercle qui part d'ici. Je mets mon compas ici. Et cette fois-ci, je vais faire un cercle qui va être tangent avec mes nouvelles droites.
Et j'ai donc les proportions de la planète Mercure et la Terre dessinées juste avec ce schéma-là, avec une précision qui est remarquable, vraiment remarquable. Je crois que c'est 99,9% de précision, ou plus que ça, je ne sais plus. Et c'est une précision remarquable, je dirais que je peux simplement comme ça vous donner les proportions de Mercure et de la Terre. Petit tour de magie. Et quelqu'un un jour a fait une découverte sur la pyramide de Khéops, la grande pyramide de Khéops. Quelqu'un a découvert, alors c'est pas connu, c'est pas passé à la télévision, parce qu'on a souvent considéré que c'était quelque chose de farfelu, mais quelqu'un a fait une découverte curieuse. Quelqu'un a découvert qu'il y avait une relation entre la taille de Mercure et la Terre qui pouvait être perceptible d'ici. Alors ici, vous avez un plan en coupe de la pyramide avec un sous-sol dans lequel se trouve pareil une sorte de chambre qui se trouve à peu près à 29,32 mètres sous le niveau du sol. Et donc on connaît la hauteur de la pyramide exactement. Et donc ce qui a été découvert, c'était, alors je vous donne les éléments pour que vous ayez en tête, ça c'est le diamètre polaire de la Terre. C'est-à-dire que si je viens prendre la Terre, je la pose sur le pôle sud, elle fait jusqu'au pôle nord 12 713 km. Ça, c'est le diamètre de Mercure, 4 880 km. Maintenant, la hauteur de la pyramide, c'est les petits calculs de la conférence, il n'y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas, je n'ai pas mis beaucoup. Donc la hauteur de la pyramide depuis le sol, c'est 146 mètres 608. Je rajoute les 29,32 pour aller en bas, donc le sous-sol. J'obtiens ce nombre-là, 175 mètres 92. Mais si je retire à 175 mètres 92, 127 mètres près, c'est-à-dire un millième ou un 10 millième de la Terre, eh bien j'obtiens 48,8 mètres que je retrouve ici. Ça veut dire que globalement, si je mets le Mercure et la Terre à une échelle 1 100 millième, je crois que c'est un 100 millième, oui c'est ça, eh ben j'ai exactement la distance entre le sous-sol et le sommet. Mercure et la Terre à 1 100 millième, ça donne ça, posés l'un sur l'autre. Voilà, c'est étonnant que les Égyptiens, est-ce qu'ils ont pu avoir ces connaissances-là? En tout cas, c'est un fait, extrêmement précis. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils avaient des connaissances de cet ordre-là. Évidemment, c'est pas académique, hein, ce que je vous dis là, mais vous pouvez le penser quand même. Bon, on a fini pour faire un petit tour avec Vénus, enfin avec Mercure, on va aller voir Vénus maintenant. Elle a d'autres choses à nous montrer. Alors, la planète Vénus, elle tourne autour du Soleil en 224,7 jours. Elle revient à la même position dans le ciel pour nous, vue depuis la Terre, tous les 584 jours. Première observation, ce rapport, c'est quasiment un rapport en nombre entier, 5,13. Mais c'est pas fini. Parce que nous, la Terre, elle tourne autour du Soleil en 365 jours un quart, ça vous le savez sûrement. Et de nouveau, on a un rapport en nombre entier amusant entre la période de révolution de la Terre et le temps que met Vénus à revenir à la même position dans le ciel pour nous, vu depuis la Terre. C'est un rapport 5/8. Ok, mais c'est pas fini. Puisque forcément, si maintenant je prends le temps que met la Terre et Vénus pour faire le tour du Soleil, réellement, eh bien on a un rapport 13/8 qui en découle. Donc déjà, on a une série de nombres, 5, 13 et 8 ici, des fractions, que ceux qui aiment bien les mathématiques, notamment la suite de Fibonacci, ont repéré. Donc c'est des nombres entiers, mais c'est pas fini, parce que Vénus, pardon, elle tourne sur elle-même tout doucement. Elle met 243 jours pour tourner sur elle-même, alors que nous, c'est 24 heures. Et du coup, le rapport entre le temps que Mercure met pour tourner sur elle-même et nous, la Terre qu'on met pour faire le tour du Soleil, c'est un rapport 3,5, pratiquement exact. Donc quand Vénus pardon, a fait 3 tours sur elle-même, nous sur Terre, on en a fait 2 autour du Soleil. Donc c'est des rapports en nombre entier assez curieux, parce que 2, 3, 5, 8 et 13 sont 5 nombres consécutifs d'une suite mathématique qui s'appelle Fibonacci, qui est une suite mathématique qui est celle-ci. On additionne en fait 0 plus 1. Ensuite, le résultat suivant
On l'additionne avec 1, puis donc ça fait 2. 2 plus 1, ensuite 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. Et puis 8 plus 5, ça fait 13, et ainsi de suite. Et cette suite mathématique, voilà, elle s'appelle suite de Fibonacci. Et bien en fait, on la retrouve dans la relation qu'il y a entre les périodes de révolution de la Terre et de Vénus. C'est pareil, c'était pas dans mon dossier que j'ai fait au collège. Alors là, j'ai une petite animation parce que du coup, ça a une conséquence, c'est que le fait que ça tourne avec enfin, qu'il y ait ces nombres-là, ça a une conséquence esthétique que certaines personnes ont mis en animation. Donc ils ont fait une animation pour représenter Vénus et la Terre qui tournent autour du Soleil. Donc ça donne ça. Bon, alors évidemment, c'est rigolo. C'est une animation. Alors, en fait, il y a un trait qui est tracé tous les 2 jours, et ensuite les traits ronds ici, là, qui forment cette espèce de rosace, en fait, ils se forment lorsqu'il y a une opposition en fait entre la Terre et Vénus. Alors là, parce qu'évidemment, quand on rentre dans le détail, on dit mais comment ils tracent ces traits? Voilà, mais c'est en fait quelque chose qui est tracé à partir de ces 2 planètes lorsqu'elles sont en opposition, et donc ça donne cette jolie forme-là, quoi. Et ça, c'est la conséquence, c'est le fait qu'on ait ces nombres justement, 5, 8 et 13, dans les relations qu'ont Vénus et la Terre pour tourner ensemble. Ça aurait été superbe à apprendre à l'école, ça. Moi, j'aurais vraiment bien aimé qu'on apprenne des choses comme ça. Donc, il y a d'autres choses comme ça, il pourrait y en avoir d'autres exemples. Mais voilà ce que je voulais vous dire pour Vénus. On va aller voir maintenant sur la Lune. C'est quand même, je dirais, l'astre le plus. Enfin, oui, c'est pas une planète, c'est un satellite qui est vraiment pour nous important. Et on va un petit peu regarder, il y a des relations intéressantes entre la Terre, la Lune et le Soleil. Alors, déjà, vous avez dû tous le remarquer, mais moi, le jour où on me l'a dit, j'ai dit, ah oui. En fait, vu de la Terre, la Lune et le Soleil ont quasiment la même taille. Quasiment. Pourtant, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune. Donc pour que ce soit possible, pour que la Lune et le Soleil aient quasiment la même taille, eh ben, il faut que la Lune soit à la bonne distance par rapport à la Terre et au Soleil. Donc c'est déjà une première curiosité. Et c'est pour ça qu'on a des écliipses magnifiques. On n'aurait pas ces éclipses-là aussi parfaites s'il n'y avait pas ce rapport de distance, Lune, Terre, Soleil. Mais c'est pas tout, parce qu'on ne voit qu'une seule face de la Lune, nous, vu de la Terre. Parce qu'en fait, ça veut dire que la Lune, quand elle tourne sur elle-même, eh ben, en même temps, elle a fait un tour de la Terre. C'est-à-dire quand elle a fait un tour sur elle-même, elle en a aussi fait un de la Terre. Ça, c'est pareil, c'est une chose étonnante. On appelle ça une rotation synchrone. C'est des choses qui sont vraiment curieuses, en fait, de prendre conscience de ça. Ce n'est pas des boules de billard qui sont télescopées au hasard et qui se sont mis à tourner. Il y a une vraie harmonie dans la façon dont ça s'est organisé. Donc on va creuser un petit peu plus cette harmonie que les anciens avaient notamment, je pense, très bien compris. Donc là, je vous ai marqué les tailles moyennes du diamètre de la Terre. Tout à l'heure, je vous ai parlé du diamètre polaire. Là, c'est le diamètre moyen, parce que la Terre est un tout petit peu aplatie. Et puis le diamètre de la Lune. Bon, on n'en a pas besoin, mais c'est juste pour avoir une référence. Et donc si je dessine la Terre, je fais un rond, je dis que c'est la Terre, et je vais dessiner maintenant la Lune ou proportion, je la pose dessus, et le rapport de proportion entre les deux, c'est un rapport en nombre entier 3:11, quasiment exact. Précis à 99,97%. Donc c'est des nombres entiers aussi qui semblent régir le rapport de la taille de la Terre et de la Lune. Et du coup, mathématiquement, évidemment, si je calcule la hauteur entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, ça va être le rayon, donc la moitié du diamètre, 1,5, plus la moitié de 11, 5,5, ça fait 7.
Donc la distance entre le rayon, entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, c'est 7. Et du coup, nos Égyptiens, quand ils font une pyramide, si je mets la pyramide exactement à l'échelle de la Terre, je dis que la base, c'est le diamètre de la Terre, et bien je fais mon dessin en proportion. Ici, le sommet, c'est le centre de la Lune. En fait, la pyramide, quelque part, elle contient en elle aussi des proportions de la Terre et la Lune, d'une certaine manière. C'est une subtilité égyptienne, comment représenter la Terre et la Lune avec un triangle, comme ça. Fallait y penser. Et alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour les Égyptiens, quand on lit les textes égyptiens, la mythologie, il y a deux nombres très importants et redondants, c'est le nombre 7 et 3. Ouais, et puis c'est fréquent dans de nombreuses cultures, hein, enfin, de nombreuses cultures et mythes, le 3 et le 7 sont des nombres très importants. En Égypte, par exemple, il est expliqué que nombre 7 était aussi quelque chose qui permettait d'appréhender le monde, parce que on a 7 orifices dans la tête pour appréhender le monde, donc les deux yeux, l'ouïe, les deux oreilles, l'ouïe, pardon, l'ouïe pour les oreilles, la vue pour les yeux, évidemment, l'odorat avec les narines, ça fait déjà 6, et puis la bouche qui permet d'avoir le goût et le toucher, parce que les lèvres, par exemple, c'est la zone du corps qui a le plus de sensibilité au toucher. Et après vient le pouce. C'est pour ça que les jeunes sont avec leur pouce sur les téléphones. Moi, voilà. Et donc, voilà, c'était une des choses qu'on retrouve dans les textes égyptiens, l'importance de ces nombres-là. Continuons avec notre Lune. Alors, la relation entre la Lune et la Terre, elle révèle aussi un nombre particulier, qui est le nombre 273, ou 2,73, ou 27,3, comme vous voulez, peu importe. C'est cette série de nombres qui est un nombre lunisolaire transcendant. Alors, j'ai mis transcendant parce que vous allez voir, c'est assez curieux. Je vous ai dit que le rapport entre la taille de la Terre et la Lune, c'était 11 tiers. 3 pour la Lune, 11 pour la Terre. Mais je peux aussi le présenter en pourcentage. C'est un peu moins sympa. Mais si je fais un pourcentage, ça fait 3 divisé par 11 fois 100, ça fait 27,3. Et 27,3, c'est le nombre de jours que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Donc la Lune, elle fait 27,3% de la taille de la Terre, et elle met 27,3 jours pour faire le tour de la Terre. Mais le Soleil, il tourne sur lui-même. Et oui, il tourne aussi sur lui-même. C'est vrai que ça, moi je ne savais pas ça. J'ai découvert ça il y a quelques années. Le Soleil tourne sur lui-même. Alors il ne tourne pas de manière tout à fait uniforme, parce que c'est une sorte de masse qui n'est pas solide. Et donc il y avait des parties qui tournent plus ou moins vite, entre les pôles et la partie équatoriale. Mais la moyenne donnée par les astronomes, c'est en gros 273 jours. Donc quand le Soleil il a tourné une fois sur lui-même, la Lune elle a fait 10 fois le tour de la Terre. Et ce qui est intéressant aussi, pour quand même faire le pont avec l'humain, c'est que globalement la gestation humaine, c'est 10 lunes, 273 jours. Et c'est pour ça que ce nombre-là est un nombre qu'on peut retrouver un petit peu dissimulé parfois dans des textes, dans des architectures. Et il y a un autre élément important que je mets aussi, c'est la température du zéro absolu, qui est la température à partir de laquelle plus aucun atome ne peut bouger, ça fige tout. C'est la température la plus froide. Et à cette température-là, si par exemple on avait un fluide à cette température-là, la lumière ne pourrait même pas traverser le fluide, la lumière s'arrête. Ça arrête même les photons. Et donc cette température qui est moins 273 degrés, c'est pas un nombre arbitraire, c'est un nombre qui est calibré sur un élément majeur qui est l'eau. Puisque pour créer notre échelle de température, on a l'eau, 0 degré, l'eau devient de la glace, 100 degrés, elle devient du gaz. Et donc c'est ce 0 à 100 qui marque les deux états, enfin les changements d'état de l'eau, qui font qu'on retrouve un moins 273 pour le zéro absolu, le moment où toute la matière arrête de bouger, y compris la lumière, si elle n'était pas dans le vide. Dans le vide, la lumière, elle continue de se propager, et si on était dans une sorte de gel,
la lumière à cette température-là, elle s'arrête. Et pareil, c'est curieux, c'est le même nombre qui est là. Mais c'est pas fini, parce qu'en géométrie aussi, ce nombre-là, il est extrêmement présent dans un petit problème de mathématiques qui a occupé les savants depuis l'Antiquité, c'est la relation entre un cercle et un carré. En fait, le périmètre et la surface du carré sont plus grands de 27,3% que le périmètre et la surface du cercle. Dans la géométrie, en fait, on retrouve ces nombres-là, ces propriétés du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc, de manière symbolique, ce serait vraiment une figure très simple pour exprimer cette espèce de curiosité de la relation Terre-Lune-Soleil. On va parler un petit peu des éclipses, quand même, on est obligé d'en parler un petit peu. Alors, le mois draconitique. Alors, par exemple, il y a dans de nombreux mythes, on présente les éclipses comme un serpent, c'est le cas chez les Égyptiens, qui s'appelle Apophis, et qui mange le soleil. Et on va retrouver ça aussi en Chine, sous la forme d'un dragon, qui va attaquer ou manger symboliquement le soleil. Et très souvent, ce sont dans les mythes des reptiles, voilà, serpents, dragons, qui s'en prennent au soleil et qui vont le manger. Et c'est de là que vient le nom. Le mois draconitique, c'est un mois qui détermine en fait, qui est clé pour comprendre le cycle des éclipses. Alors le mois draconitique, c'est pas tout à fait le temps que met la Lune pour faire le tour de la Terre. C'est un petit peu moins, si vous avez remarqué. Mais en fait, ça, c'est un schéma de la position de la Lune qui elle ne tourne pas autour de la Terre sur le même plan que le Soleil, que la Terre, pardon, que la relation Terre-Soleil. Donc ça, c'est le plan de l'écliptique de la Terre et du Soleil. Et la Lune, elle est sur un autre plan qui est incliné comme ceci. Et du coup, la Lune, elle passe de temps en temps sur le même plan que la Terre, qu'on a entre le Soleil et la Terre. Et quand elle passe devant, on appelle ça un nœud lunaire. En astronomie, c'est un nœud lunaire. Et quand la Lune, elle passe sur un nœud lunaire, en se retrouvant aligné avec le Soleil et la Terre, ça fait une éclipse, soit de Soleil, soit de Lune. Et donc, voilà l'autre position, l'autre passage sur le nœud lunaire. Et donc, les éclipses se forment à ces moments-là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un objet qui a été retrouvé, je ne vous dis pas où, je vais essayer de vous faire deviner. Ça, c'est un artefact qui est intéressant parce que pardon, vous avez une sorte de main là, qui est dessinée avec une sorte de chose à l'intérieur, on dirait un œil peut-être. Et puis vous avez autour un serpent, deux serpents qui s'enlacent, qui créent des nœuds. Un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'instant là. Et ça, c'est, je trouve, une très belle métaphore, représentation de ces mythes qui montrent les reptiles, les serpents et les dragons, qui sont à l'origine des éclipses. Et est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir cet artefact avec ces gravures? J'ai pas entendu. Quelqu'un a une idée? Souvent, on pense que ça vient de ce symbole-là. Là, il fait souvent penser à la main, à une main qu'on retrouve, main de Fatma, je crois. Voilà, ça fait souvent penser à ça. Alors, vous avez dit beaucoup parler des Mayas de l'Amérique du Sud. C'est effectivement plus proche. C'est quelque chose qu'on retrouve en fait chez les Amérindiens d'Amérique du Nord. Pardon, c'est un symbole d'Amérique. C'est quelque chose qu'on a retrouvé sur un site qui s'appelle Cahokia, qui était un site amérindien. Donc les Indiens, on connaît les cow-boys et les Indiens, quoi. Oui. Et donc il y avait une vraie cité avec des tumulus en terre qui avaient été faits, avec mais grands, hein, près de 80 mètres de largeur. Il y avait des cercles de poteaux de bois, donc on a mis des poteaux dans le sol. Alors on pense que ça servait à faire de l'astronomie, mais c'était carrément une ville qui a existé à peu près en l'an 1200 de notre ère et puis qui a été totalement abandonnée. Et on a retrouvé près d'un petit mont cet objet-là, qui est tout à fait curieux et qui fait vraiment écho en fait à tous les mythes qu'il y a sur les éclipses et les dragons.
Alors, on va passer un petit peu sur... on va aller plus loin, on va aller sur Mars. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la, la Lune tournait autour du Soleil en 27,3 jours et que la Lune faisait 27,3% de la taille de la Terre. Et avec Mars, il y a une chose intéressante aussi du même ordre. Donc là, c'est les diamètres moyens volumétriques de Terre et Mars que je vous ai indiqué ici. Donc voilà, Mars est plus petit. Mais du coup, si je fais le rapport entre les deux, entre la taille de la Terre et Mars, ça fait 1,88. Et la Terre, on le sait, elle tourne sur elle-même en 365 jours, mais Mars fait le tour, enfin pardon, la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, un quart. Et Mars, elle met 687 jours pour faire le tour du Soleil. Et le rapport entre les deux, c'est aussi 1,88. Ça, c'est pareil, je ne l'ai pas vu dans les bouquins que j'ai consultés quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, on ne le voit pas trop dans les bouquins. Ça, c'est le genre de choses qu'on trouve quand on prend sa calculette et qu'on essaye de comprendre, de voir s'il y a quelque chose au-delà des apparences, quoi. C'est curieux, ça aussi. La Terre et Mars, leurs rapports proportions sont les mêmes que le temps qu'elles mettent à faire le tour du Soleil. C'est vraiment étonnant. C'est très étonnant. On va aller un peu plus loin dans le ciel, on va un petit peu regarder nos grandes étoiles, Jupiter et nos grandes planètes, Jupiter et Saturne, donc les deux plus grosses du système solaire. Euh, alors, chez les Égyptiens, Jupiter était souvent appelé Horus, borne les deux terres, et Saturne, on l'appelait Horus Taureau. Voilà, c'est des noms donnés a priori, voilà. Et Horus, ça signifie celui qui est au-dessus. Et ça me fait penser que j'avais oublié de vous dire quelque chose, donc je vais vous le dire parce que c'était intéressant. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la constellation d'Orion, les Égyptiens, ils appelaient Orion Sa. Et ça, il y a des linguistes qui pensent que le nom Sahara vient de Sa, la constellation d'Orion. Ensuite, A, le Sahara, c'est Horus, et Ra, le soleil, Sahara. Orion, Orion, que je vous ai dit, Orion, Orion, Horus, soleil, qui après a donné avant peut-être Saqqara, un site où il y avait des pyramides majeures, donc à Saqqara. C'était pour la petite curiosité linguistique, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Sahara pourrait peut-être venir d'un nom égyptien, donc des constellations et des planètes et du soleil. Bref, je reviens sur notre petite planète. Alors, Jupiter, elle possède 4 gros satellites, 4 lunes énormes. Et elle en a d'autres aussi, hein, mais plus petites, qui sont moins visibles. Et voilà, donc on s'intéresse aux 4 principales, les plus grosses. Et il se trouve que, comme avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le système solaire curieux, eh bien, elle a 3 de ces satellites qui sont en résonance, c'est-à-dire que vous en avez une, quand elle fait un tour, Ganymède, elle est là, un tour de Jupiter, Europe en fait 2, et Io en fait 4. Donc ces 3 satellites sont en résonance 1, 2, 4. Comme le système qu'on a vu tout à l'heure, le système trappiste, quoi, des nombres entiers de nouveau. Et la dernière, elle fait 9,4 tours. Voilà, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit 8, hein, mais non, c'est pas 8, les choses ne sont pas parfaites, mais c'est tout de même très curieux. Quant à Saturne, ah oui, alors, ça, je vous le dis, les rapports de proportion entre Jupiter et Saturne, c'est pareil, c'est très intéressant. Voilà le rayon de Jupiter, 69 911 km, et le rayon de Saturne. Ce sont quasiment des rayons qui ont un rapport en nombre entier, puisque si on les met comme ça fait un rapport 6,5, presque exact. Et d'ailleurs, si on représentait la grande pyramide avec ici son niveau du sol, ici le niveau de la chambre souterraine dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, je fais donc un cercle ici qui fait toute la hauteur qui pourrait être Jupiter, et ben, l'autre cercle ici, qui lui touche le niveau du sol, pourrait être Saturne.
C'est-à-dire que les proportions de Jupiter et Saturne pourraient être dessinées comme ceci dans la Grande Pyramide. Une curiosité de plus. Mais en plus de ça c'est un petit coup de mathématiques pour le plaisir. C'était pour voir si vous arrivez encore à suivre. J'ai mis aussi une curiosité, c'est-à-dire que le rapport 5 sur 6, c'est un rapport qui est le rapport qu'il y a entre un nombre qui est le nombre d'or au carré, 2,618, et le nombre pi. Donc c'est des nombres un petit peu irrationnels qui sont très présents dans l'architecture. Et donc c'est particulièrement étonnant que ces deux planètes majeures, Saturne et Jupiter, qui sont considérés souvent comme les dieux principaux dans les panthéons de la mythologie, présentent ces deux rapports, ce rapport 5/6 qui était aussi celui du nombre pi et du nombre d'or au carré. Est-ce que par hasard, les Égyptiens n'auraient pas tenu compte? Et il y a une autre façon de présenter le rapport Jupiter-Saturne. Donc ici, cette fois-ci, je trace Jupiter, je mets le diamètre à la même échelle que la base de la pyramide, et je rajoute maintenant mon niveau du sol, et je trace Jupiter comme ceci. Ce que vous voyez, c'est que mon cercle, il passe ici sur une zone où il y a des petits couloirs qu'on appelle conduits d'aération qui sortent là. Voilà, je vous mets les directions de ces couloirs, donc ils sortent là, de la chambre haute, à 80,7 mètres d'altitude. Et globalement, si je fais le rapport, voilà, si je trace ces deux planètes à leurs proportions respectives, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que le diamètre de Jupiter et Saturne semble être assez facile à trouver dans la Grande Pyramide. C'était une autre façon de montrer cette relation curieuse. Alors, est-ce que ça découle du fait qu'ils ont utilisé le rapport 5/6 de manière redondante, ou est-ce qu'ils savaient ça? J'en sais rien. J'ai essayé de vérifier ça sur GeoGebra, un logiciel de mathématiques où j'ai pu retracer les dimensions exactes de la pyramide avec les plans, parce que voilà, et ça marche très bien, très très bien. J'étais tellement étonné que j'ai voulu vérifier plus de précision. Alors, regardons un petit peu Saturne maintenant. Alors là, ce sont des lunes majeures de Saturne qui en comptent quand même 150. Mais certaines sont toutes petites, vraiment, elles font juste quelques dizaines de kilomètres ou kilomètres. Alors qu'elle en a tout de même 5 qui sont très grandes, ici, qui font plus de 1000 kilomètres. Et puis il y en a 3 qui font quelques centaines de kilomètres. Donc ce sont les principales lunes de Saturne. Et donc là, on a la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre système solaire qui s'appelle le système trappiste, et qu'avec Jupiter et les planètes synchrones, c'est-à-dire que Titan, donc la grosse planète qui est là, eh bien, déjà, il y a une chose, elle fait comme la Lune, elle est en rotation synchrone, ça veut dire qu'elle présente toujours la même face à Jupiter. Première chose curieuse. Deuxième chose, Titan et Japet, qui se trouvent jusqu'ici, sont en résonance 3-1. Ça veut dire que quand il y en a une qui fait un tour, l'autre en fait 3. Ensuite, Encelade, en résonance 2-1 avec Dionée. Donc quand il y en a une qui fait un tour, l'autre en fait 2. Encelade et les... Bref, voilà, Dionée, Encelade, rapport 2-1. Ensuite, il y en a une, Mima, celle-ci, elle est pas mal. Elle est en résonance 2-1 avec Tétis, 3-1 avec Dionée et 3-2 avec Encelade. Et c'est drôle, mais parce qu'en fait, pour des musiciens, tous ces rapports-là, c'est la base de la gamme musicale. C'est-à-dire que le rapport 1-2, c'est ce qu'on appelle l'octave, 3-2, c'est la quinte, 3-1, c'est la tierce. Donc en fait, c'est des rapports musicaux, en fait. Ça. Pour un musicien qui est habitué à manipuler ça, ça lui sauterait aux yeux. Ben voilà, c'est des choses étonnantes qu'on n'a pas dans notre logiciel, qu'on présente rarement. Et enfin, Hyperion est en résonance 3-4 avec Titan. Voilà pour terminer sur les résonances entre ces satellites. Évidemment, j'ai montré pas mal de choses ici qui suggèrent en fait que nos anciens, notamment les Égyptiens, avaient des connaissances en astronomie très poussées et qu'ils auraient pu en tenir compte dans leur conception architecturale. Donc c'est un peu osé quand même comme hypothèse.
Mais il y a des éléments quand même qui viennent appuyer ça. Par exemple, ici, ce que je vous ai représenté, c'est la Terre et le Soleil, avec la distance Terre-Soleil ici. Et ici, je vous indique une information, c'est la valeur d'une coudée égyptienne, coudée royale égyptienne, qui est divisée en 7 parties, que voici ici. Et les Égyptiens, ils prennent 7 parties pour une coudée, 4 pour un pied. Donc si je prends les 4 premières parties de leur coudée, ça fait un pied. Le pied, pour les Égyptiens, donc il mesure 29,92 cm. Or, la distance Terre-Soleil, c'est 149 600 000 km. Donc si je prends la distance complète de mon diamètre de ce que fait la Terre autour du Soleil, c'est donc 299 200 000 km, c'est-à-dire qu'il faut 1000 milliards de pieds égyptiens pour faire le diamètre de la relation Terre-Soleil. C'est peu probable, enfin un coup de chance incroyable. Il faut vraiment un énorme coup de chance pour que le pied égyptien fasse 1000 milliards. Tu vois, nous, nos savants, au XVIIIe siècle, ils ont voulu déterminer la mesure métrique en fonction de la taille de la Terre. C'était déjà une sacrée avancée, on voulait un étalon invariable, donc ils sont allés mesurer la Terre avec des moyens de trigonométrie, et ils ont mesuré la Terre, ils en auraient redéduit 1 mètre. Mais eux, les Égyptiens, ils ont fait mieux, a priori, ils ont fait ça sur le système solaire. Ils ont calé leurs mesures sur le système solaire, c'est encore plus poussé. Alors c'est pas officiel ce que je vous dis, hein, mais c'est un fait. Une petite dernière dans le ciel, c'est une curiosité cette fois-ci qui rassemble 3 planètes, Terre, Vénus, qui sont à leurs proportions respectives, que je mets comme ça l'une à côté de l'autre, ou l'une sur l'autre, et puis je rajoute Mercure. Mercure que je vais venir poser tangente à Vénus. Et là, c'est une petite curiosité, mais quand je fais ça, si je mets une graduation de 4 unités sur l'ensemble, il se trouve, vous avez pu peut-être remarquer que ici, la troisième graduation vient s'arrêter à la limite de la Terre. Check. Voilà, c'est une curiosité aussi, ça. Une curiosité des proportions des planètes entre elles. C'est un rapport extrêmement précis. Voilà, donc j'ai un peu fini avec les planètes. J'aborde la dernière partie, où je vous mettrai un petit peu à contribution. Ça va, vous tenez le coup? Vous n'avez pas trop chaud? Un peu, hein? Peut-être qu'on peut ouvrir une fenêtre ou une porte, peut-être, si vous avez trop chaud, hein. Je pense que ça peut faire du bien. Voilà. Bah, c'est vrai que j'ai parlé dès le début de la relation entre Mercure qui a une curiosité parce qu'elle tourne sur elle-même et elle tourne sur le Soleil suivant un rapport 3,5. Et ça, c'est un rapport qui est vraiment la clé de la gamme musicale. En fait, on ne pourrait pas avoir une gamme musicale harmonieuse sans utiliser pour créer les 2 premières notes ce rapport-là. Entre un Do et un Sol, le rapport de fréquence, c'est 3,5. Et donc, c'est le point de départ. Je ne vais pas vous détailler comment ça se fait, mais les musiciens pourraient vous l'expliquer. Si on essayait de composer la gamme musicale autrement, ça serait pas joli. Il y en a qui ont essayé et c'est pas joli. Il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'avoir des notes de musique agréables à l'oreille. Et ça passe comme point de départ, c'est ce rapport 3,5. Il y a autre chose d'intéressant, c'est que chez l'humain, chez l'homme, je vous dirai après pour les femmes, le niveau cardiaque, le rapport entre notre tension artérielle maximale et minimale, qu'on appelle diastole et systole, chez l'homme adulte, en bonne santé, en forme, c'est 12,8. Vous irez voir dans les bouquins ou sur Wikipédia, ce qu'on donne comme valeur, c'est 12,8. Et 12,8, c'est un rapport 3/2, si je simplifie. Pour les femmes, c'est 11,7, la valeur standard. Et 11,7, au passage, c'est les proportions de la grande pyramide de Khéops. 11 pour la base, 7 pour la hauteur. Donc ce rapport 3,2, il est aussi présent, aussi, là, dans notre fonctionnement du cœur.
Moi, j'ai fait des études en STAPS et on parlait beaucoup de cardiologie, mais ça, je l'avais pas, on me l'a pas dit. C'est beaucoup plus tard que j'ai fait ces constats-là. Maintenant, je vous mets à contribution. Je vais vous donner des petits bouts de papier que vous allez en prendre un chacun, faites passer un petit peu dans les rangs. Et avec ces petits bouts de papier, vous allez essayer de faire ce que je vais vous demander de faire. Hop. Je sais pas, j'espère que tout le monde en aura. Non, il y en a beaucoup normalement, donc il y en aura pour tout le monde. Ça fait un petit peu pour se rafraîchir, voilà. Je les ai fait un peu petit, je suis désolé. Donc, on va faire une courbe du dragon avec. Ah, tiens, j'en ai pas, je vais en prendre un quand même pour vous montrer. Il en reste un, quand même, que je vous guide un petit peu. Alors, la courbe du dragon, c'est quelque chose qui est simple. On commence par prendre le bout de papier et on le plie en deux, tout simplement. Je le plie en deux. C'est ce qu'on appelle la géométrie fractale. Donc, j'ai plié en deux une fois. Et quand je le déplie, comme ça, hop, je peux former un angle droit éventuellement. Voilà. OK. Ce que je vous propose, c'est de refaire l'opération, on le replie, puis on re-replie en deux. Ah, je replie en deux. Clac, clac, clac. Cette fois-ci, quand je vais déplier, je vais avoir un truc un peu comme ça. Et puis on va recommencer. On va replier une fois de plus. Il faut arriver à le plier 50 fois. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc à chaque fois qu'on va déplier notre courbe du dragon, en fait on découvre une forme un petit peu nouvelle, voilà, qui semble se structurer. Ok, voilà. Donc on l'ouvre de manière à former des angles droits entre chaque pli. Donc si vous arrivez à aller un peu plus loin, on peut aller un peu plus loin. Moi, je vais refaire un autre essai. Je pense qu'on doit en être quelque part par là. On n'ira pas jusque-là, hein, on rassure. Mais là, je crois qu'on va arriver à cette figure-là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en géométrie fractale. On appelle ça la courbe du dragon. Bon, évidemment, là, ça commence à devenir un peu compliqué à déplier. Mais voilà. Bon, vous avez compris le principe du coup. Et si je répète ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, petit à petit, se dessine une figure qui devient de plus en plus perceptible. Et il se trouve que cette figure, en fait, au bout d'un moment, elle va pas beaucoup changer. Si on reproduit sur un ordinateur à l'infini, le plus loin qu'on peut, ça s'arrête là. Au bout d'un moment, la figure, elle ressemble à ça. Elle a été appelée la fractale du dragon. Et elle ne pourra pas changer de forme, globalement. Elle va rester là-dedans. Elle va rester comprise dans cette espèce de forme-là, dans ce rectangle-là. Et donc, cette courbe du dragon, il y a un biologiste qui s'appelle Jean-Claude Pérez, qui a fait la découverte, déjà, c'est un biologiste qui a étudié l'ADN, c'était un ami très proche de Gilbert Montagnier, ils ont fait beaucoup de recherches ensemble. Pas Gilbert Montagnier, Luc Montagnier. Je me disais, ils dorment, Luc Montagnier. Ah. Et donc, il y a une chose qu'il a découvert, c'est que l'ADN s'enroule sur le même schéma que la courbe du dragon qu'on vient de faire à l'instant. Notre ADN, notre long filament, il est replié sur lui-même en suivant cette courbe-là. Donc voilà, donc ça c'est là, si vous voulez lire l'article de sa référence scientifique, elle est là. Et maintenant, quel rapport il y a avec le système solaire? C'est là qu'on va voir ça. Donc ça, c'est une représentation graphique, je vous explique, c'est très simple. J'ai mis sur un axe la distance des planètes avec le Soleil. Donc forcément les plus près, Mercure, Vénus, la Terre et Mars qui sont là, puis Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Et ici j'ai mis la période de révolution, le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil. Et donc en faisant ça sur un graphique classique, eh ben, ça donne une courbe comme ça. Voilà.
Voilà, c'est pas une droite, ça fait une courbe. Et donc là, les échelles, ben, ici c'est en jours, et là c'est en distance, en kilomètres, faut multiplier par 1 million. Donc voilà la courbe. Maintenant, il y a une autre façon de faire ce graphique. L'autre façon consiste à faire ce qu'on appelle un graphique logarithmique. L'idée, c'est au lieu de mettre sur mon graphique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais noter 1, après le carreau suivant, je mets 10, le carreau suivant, je mets 100, le carreau suivant, je mets 1000, et ainsi de suite. C'est ça que j'avance en fait en multipliant par 10 à chaque carreau. Et je fais pareil sur l'autre axe, où j'ai mis ici le rayon orbital, et là pareil, la période orbitale sur l'autre. Et en fait, maintenant, je vais mettre les planètes dessus. Quand je mets les planètes sur mon graphique, voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Qu'est-ce que vous voyez? Ça a l'air de faire une droite quand même. Ça fait une ligne. Donc, ça c'est pareil, c'est une chose vraiment étonnante, très intéressante. C'est-à-dire que la distance des planètes par rapport au Soleil et le temps qu'elles mettent à tourner autour, sur un graphique logarithmique qui est en base décimale, eh bien, ça se met sur une ligne droite. Et en plus de ça, cette ligne, elle a des proportions particulières, puisque si j'avance de 2 et que je monte de 3, voici la pente de la ligne. C'est ce rapport 2 tiers. Curieux? Très curieux. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si je mets la courbe du dragon dedans, la courbe du dragon, elle rentre exactement dans cette figure. La courbe du dragon, c'est une courbe qui est limitée par un rectangle de proportion 2 tiers. Donc, courbe du dragon, l'ADN, le système solaire, tout ça, ça rentre là-dedans. Donc ici, on est parti de l'ADN jusqu'au système solaire en passant par des mathématiques basiques avec une feuille de papier. C'est rigolo. Et alors, du coup, ça, qu'est-ce que c'est d'après vous? Un tas de cailloux? Mais à quoi il sert? Est-ce que vous avez une idée à quoi ça peut servir ce tas de cailloux là? De quoi? Là, vu comme ça, est-ce qu'il sert à quelque chose? Oui, le mur n'est pas monté. Bah, en fait, là, comme ça, il sert à rien. C'est un tas de cailloux posé par une pelleteuse. Voilà, on l'a posé là. Il n'a pas de fonction. Il sert à rien. Ici, c'est un autre tas de cailloux. Mais celui-ci, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ça peut servir. Celui-ci, on sait qu'on s'y abrite, voilà, on peut être au chaud. Et ce qui fait qu'on se dit ça, c'est quand même, on voit bien que ce tas de cailloux, il y a une conception, il est pensé, il y a une harmonie, il y a quelque chose. On a fait quelque chose, on a tenté de faire un truc joli et harmonieux, et c'est organisé. Bon, ben, le système solaire, c'est un peu pareil en fait. Il y a quelque chose d'un peu pareil quand on se met à creuser un petit peu comment tout ça, ça s'organise, comment ça fonctionne. Et ben, on voit un petit peu la même chose. On voit quand même que le système solaire, c'est pas juste des sortes de galaxies qui se sont télescopées dans tous les sens, qu'il y a une vraie dynamique harmonieuse qui semble organisée. Toutes les choses allant de l'infiniment petit, notre ADN, jusqu'à l'infiniment grand, quoi. Donc c'est ça que je voulais vous partager, en fait, cette autre façon de regarder un peu, de manière globale, notre système solaire et de voir un peu plus loin. Donc voilà, bon, vraiment pour conclure, rapidement, je vous mets une définition des mathématiques égyptiennes, qui est marquée sur un papyrus, je l'aime beaucoup, parce que pour les Égyptiens, les mathématiques, c'est ça. Méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tout secret. Voilà, c'est ça les mathématiques pour un Égyptien. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant et voilà, donc je vous ai déjà dit un petit peu, tout au long, vous avez compris un peu l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses harmonieuses, mathématiques, curieuses, qui viennent
qui viennent un peu nous interpeller quand on se met à essayer de regarder l'univers qui nous entoure et puis également nous-mêmes. Parce que je vous ai parlé de notre tension artérielle, par exemple. Mais il y a des choses très curieuses, en fait, qui semblent laisser la trace d'une sorte d'harmonie. Et s'il y a une harmonie, peut-être que ça a un sens important et que on en prend soin. Et dans beaucoup de cultures anciennes, notamment les Égyptiens ou les Amérindiens, pour eux, en fait, je pense qu'ils avaient très bien conscience de l'harmonie et c'était pas possible qu'on aille faire des choses qui soient, je dirais, en contradiction avec les lois du vivant, les lois de la nature. Georges Vermar, il pense que les Égyptiens n'utilisaient pas la roue au début de l'ère égyptienne parce que dans la nature, il n'y a pas d'animal qui roule, il n'y a pas, les animaux, ils rampent, ils nagent, ils courent, ils sautent, ils volent, mais ils ne roulent pas. Et lui, son hypothèse, c'est que la roue, elle était connue évidemment, faire rouler quelque chose, c'est simple. Mais on ne le faisait pas parce que c'était quelque chose qui risquait d'entraîner les gens vers une course effrénée en avant, d'aller de plus en plus vite. Certes, on gagne du temps quand on fait rouler les choses, mais voilà, une fois qu'on a pesé les choses, peut-être que ça n'aurait pas été utilisé pour des raisons qui sont plus d'ordre philosophique que juste parce qu'ils étaient trop bêtes et qu'ils connaissaient pas la roue. Voilà, ça me paraît pas du tout la bonne idée. Et les Amérindiens, quand on lit des témoignages d'Amérindiens, il y a des livres qui parlent de ce que les Amérindiens ont raconté aux premiers colons espagnols, français, hollandais. Les Amérindiens, ils parlent de l'univers comme un grand esprit intelligent, harmonieux, etc. Et ils l'observent énormément et ils le connaissent très très bien. Ils connaissaient énormément de choses. Souvent, on pense que les Amérindiens s'intéressaient pas à l'astronomie et à toutes ces sciences. Et en fait, si on se penche un petit peu sur ce qu'ils ont laissé comme architecture, parce qu'ils en ont laissé, on s'aperçoit qu'ils faisaient exactement la même chose que les Égyptiens. Et ça, ce sera l'objet d'une autre conférence un jour où je parlerai des Amérindiens, de tout ce qu'ils ont laissé comme indice étonnant. Donc voilà.